Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Top 10, le Top 10 by Onziamar. Vous le savez, l'idée est simple, un thème, une matrice, deux chroniqueurs de Onziamar. Et aujourd'hui, je suis avec Jules. Jules, comment ça va ? En pleine forme, complètement ravi d'être. On enregistre un dimanche. On enregistre un dimanche. Du coup, ravi d'être dans cette fin de semaine. Je sais pas où je vais, putain, je sais pas où je vais avec cette phrase. Mais moi, je sais très bien où on va. Selon la date à laquelle vous allez regarder ce nouveau format, je crois que nos maillots vont avoir une petite signification. Oui, c'est vrai qu'on va être. On est quand même sur une période où. On risque d'être quoi ? Je regarde le régisseur principal, mais on risque d'être entre le match aller et le match retour. C'est à peu près ça. On va être à peu près là-dedans. De Karabakh-Marseille. On sera juste après le triplé de Karim Benzema. Non. Il n'y en aura pas. Mais c'est quoi du coup ce beau maillot ? C'est le maillot de cette saison ? C'est un très bon maillot de cette saison qui a été très dur à trouver parce qu'ils en vendent pas sur la boutique officielle. Et donc vous allez vite voir le thème de ce top thème. Mais ce maillot est complètement floqué par le nom de quelqu'un qui sera certainement dans le top thème dans 10 ans. C'est validé. Du même titre. C'est validé. Et donc c'est le petit maillot d'Eduardo, le prince de Fougères et de Rennes. Au Real, Inch'Allah il fait 2-3 titularisations cette année histoire que je le rentabilise, mais ouais, c'est le petit maillot du Real de Camavinga. Il est joli. Non, il est sympa. J'aime bien le maillot cette saison du Real. J'hésitais entre Karim et Eduardo, et c'est bizarre comme phrase, j'hésitais entre Karim et Eduardo. Non, aucun problème. Mais il est très joli. Toi, qu'est-ce que tu trafiques avec ton petit maillot du PSG tu vois, moi je t'ai connu plus vintage, je suis un maillot saison 96-97 je crois, malheureusement sans aucun flocage. Mais c'est classique à l'époque. C'est classique, mais on est sur l'époque de Rail. On en parlera, il est pas passé loin moi dans mes coups de cœur de tomber sur le thème, voilà, exactement, sur le thème qu'on va vous détailler. Il est très cool et j'avais jamais vu les détails. Les détails avec les logos. Les gens ne voient pas à la caméra, mais il y a des petits détails sur le maillot avec le logo du PSG, etc. Il est extrêmement sympathique. Exactement, il est très sympathique. Je l'ai acheté à un supporter en main propre, direct, un supporter du PSG. Ça s'appelle du marché au black. Exactement. Je te propose qu'après toutes ces petits détours sur nos très beaux maillots, on commence direct. Par vous expliquer le thème de ce 3e épisode de Top 10. On va parler de beauté, Jules. Oui, alors ça me connaît plutôt pas mal la beauté par rapport à tout ce qui est mon physique. Et non, on va parler de joueurs élégants. On va parler de beauté du geste. On va parler de toucher soyeux. On va parler de contrôle, de passement de jambes, de sombrero. Et c'est un top 10 qui, il faut le dire, est extrêmement subjectif. On est donc sur le top 10 des 10 joueurs les plus élégants ayant joué à ce très beau sport qui est le ballon au pied. Ouais, et on a fait toute compétition, tout championnat confondu, toute époque confondue. Exactement. Donc c'était très compliqué à faire, on a dû éliminer plein de gens qu'on aurait adoré mettre. On s'est vu au téléphone et c'était compliqué parce qu'on s'est arrêté à 45 sur la première mouture, qu'on est redescendu à 31. On s'est dit qu'on en ferait un jour réservé à notre championnat de Ligue 1 pour pouvoir laisser parler de Julien Ferré et moi Javier Pastore. Mais du coup là, effectivement tu le disais, on s'est arrêté sur 31 noms au final, ce qui était déjà extrêmement compliqué à réduire 31 noms. On a des noms assez diversifiés, des époques très diversifiées. On a essayé de diversifier les postes, les époques, les styles de joueurs et du coup on a essayé de faire un top assez diversifié. Et en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est qu'on n'est pas du tout d'accord. Exactement, on n'est pas d'accord, mais comme on a mixé notre classement, on arrive quand même à retomber sur nos pattes avec ce top 10. Histoire d'apporter un tout petit peu d'objectivité dans notre immense top 10 complètement subjectif, Jules, on va utiliser la fameuse matrice de Pew que Valve nous avait très bien expliqué dans les 2 épisodes précédents. En 2 mots, qu'est-ce que c'est la matrice de Pew ? Alors c'est extrêmement simple, c'est qu'on a pris du coup 4 catégories où on a classé 4 ces joueurs-là, 4 critères, et on va vous passer le détail, vous le verrez dans le tableau qui s'affiche si je dis pas de conneries ici, et du coup on a pris 4 critères avec des coefficients différents, donc avec des multiplicateurs différents, on a classé chaque joueur dans chaque critère, et donc ça nous a donné, toi et moi, un tableau final, et on a mixé nos 2 tableaux pour faire la moyenne, et ça a donné ce top 10 final. Exactement, la matrice de Pew, c'est un truc qui permet en fait une matrice qui permet à la prise de décision dans n'importe quel secteur. Par exemple, si tu veux savoir si ce soir c'est sushi ou pizza, bière ou champagne, je sais que ça te turlupine l'esprit en ce moment, Jules. Et c'est vrai que souvent j'arrive pas à choisir et je fais sushi, pizza, bière, champagne et je suis ballonné. Ça fait beaucoup. Du coup, tu nous as parlé de ces fameux critères, Jules. Quels sont les 4 critères que nous avons définis ? Alors du coup, on s'est mis d'accord sur les 4 critères. Évidemment, étant donné qu'on parle des joueurs les plus élégants,
le critère principal qu'on a mis en coefficient de 3, donc avec un multiplicateur de 3, c'est justement la beauté du joueur dans le style, le toucher de balle, tout ce qui te frappe immédiatement, où tu te dis waouh, ce joueur c'est quand même la classe. La beauté pure, l'élégance pure du joueur. Effectivement, ce coefficient 3. En deuxième critère le plus important, on a mis l'aspect spectaculaire, la spectacularité d'un joueur. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la spectacularité ? Il faut bien préciser que ce qu'on essaie de différencier tous les deux, c'est que vraiment, c'est pas la même chose d'avoir un joueur beau, élégant, avec un toucher soyeux, et un joueur spectaculaire. On va donner des exemples un peu bêtes et méchants, mais dans notre classement, on a des joueurs comme Van Basten, par exemple, qui sont des joueurs extrêmement spectaculaires, ou Maradona et autres, qui sont pas retrouvés dans les premières positions sur le côté soyeux. Exactement. On peut faire des gestes de classe mondiale, marquer les esprits sur une ou deux actions, mais avoir un style général, un jeu général qui est pas si soyeux et si élégant que ça. Complètement. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, vous avez forcément ces ultra subjectifs des joueurs que vous trouvez ultra spectaculaires, qui ne vont peut-être pas du tout être dans notre top 10. Je pense à l'époque, un Jean-Pierre Papin. Je pense à un Zlatan Ibrahimovic aujourd'hui, un Djibril Cissé aussi à l'époque, qui étaient des joueurs ultra spectaculaires, mais qu'on va pas forcément mettre dans un top 10, voire un top 30 des joueurs les plus élégants et les plus beaux à avoir joué. Ce qu'on a mis dans le style général, c'est vraiment le port altier, le toucher de balle. On est sur plus une ambiance qu'une technique particulière. Exactement. On avait un troisième critère qui est aussi coefficient 2, donc comme la spectacularité, qui est Jules. Et qui est quand même assez important, qui est le niveau du joueur. Qui est pas non plus, parce que tu peux être très spectaculaire dans ton five avec tes potes, a priori tu vas pas marquer les esprits, donc il faut quand même avoir un milieu, sinon on aurait pu parler de joueurs dont tu parlais tout à l'heure, de Julien Ferret, de Michael Pagis, de Teddy Savanier, mais à un moment il faut se confronter à la scène européenne, la scène internationale, et donc le niveau de jeu est important quand même. Le niveau de jeu, l'influence et la trace aussi qu'il a laissé dans le football auprès des jeunes, des générations. Donc effectivement un critère très important également noté coefficient 2, et en dernier Jules, on a un critère qui est coefficient 1 mais qui te tient très à cœur. Moi qui me tient complètement à cœur, et j'y ai pensé après, je me suis dit putain on est bête, on aurait dû le mettre plus élevé ce critère là, mais c'est le style du joueur, la dégaine. Exactement, c'est le bon terme, c'est la dégaine, le charisme, parce que ça compte, ça marque les esprits, comment le mec se trimballe sur le terrain, comment il joue, est-ce que il a chaussettes basses, maillot rentré dans le short. Plusieurs styles peuvent fonctionner d'ailleurs. Exactement, tout marche, mais en tout cas, du coup, il amène un style et une personnalité via sa dégaine et son charisme. Donc on l'a mis coefficient 1 parce qu'on veut s'intéresser beaucoup au jeu, mais quand même, ça fait partie des légendes parfois. Exactement, et donc sur tous ces critères, on a mis des notes plus élevées selon chaque critère, on est chacun arrivé tous à un top 31 de nos joueurs avec les 10 premiers. On a ensuite mixé nos deux classements, celui de Jules et le mien, ce qui nous a permis d'obtenir finalement notre classement final. Et puis je te propose qu'on rentre dedans, mais avant de rentrer dedans... Et du coup, pour bien expliquer aux gens, ce qu'il faut leur dire, c'est qu'on s'est fait une première sélection, on avait une cinquantaine de joueurs. C'est un enfer. On a réduit à 31, et après quand on a fait notre classement tous les deux dans notre matrice, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, le joueur qu'on trouve entre guillemets le meilleur dans telle catégorie, donc que ce soit dans l'élégance, dans le niveau de jeu, etc., on lui attribuait 31 points et que c'était multiplié par le coefficient. Exactement. Et que du coup on descendait après 31, 30, 29, etc. et que ça nous faisait un classement final. Donc Jules, tu l'as très bien dit, on avait 31 joueurs, ce qui nous a permis, quand on a mixé nos deux classements, d'arriver sur les 10 meilleurs. Mais avant de rentrer sur les 10 meilleurs, on va passer aux mentions. Jules, il y a des joueurs qui ne sont pas dans les 11 premiers, qui sont entre la 31e et la 11e place, dont tu voulais particulièrement me parler. Yes, allons-y sur les mentions. Dans les mentions de ceux qu'on n'a pas retenus, enfin en tout cas que tu as pas retenu, parce qu'ils étaient plutôt bien positionnés dans mon classement. Exactement. Mais moi je suis insensible et je suis de formation en milieu de terrain, donc je suis très sensible au milieu de terrain. Et quelle formation ? Un petit peu complet. Quelle formation ? La Piverdière. Mec, les gens me réclament encore le long de la main courante du stade de l'US Vésinet. Et non, je suis de formation au milieu de terrain, donc je suis très sensible au milieu de terrain, je les regarde souvent. C'est pas pour rien que j'ai un poster de Benjamin André. Mais non, dans le classement, ceux qu'on a rejetés, dont j'ai envie de parler quand même, c'est Pablo Aimar, qui est vraiment, par exemple, moi, un des joueurs de mon enfance. Ouais. J'ai envie d'en citer très rapidement un avant que tu me coupes, qui était dans notre présélection de 50 et qui a même pas été dans les 31, c'est Gallardo. Moi quand j'étais petit, tu vois, t'avais Pablo Aimar, Gallardo, c'était l'élégance, c'était la classe. Dans un autre style, dans une autre forme de classe, t'as Clarence Seedorf, qui pour moi qu'on imposait énormément. Pour moi c'est un joueur qui savait tout faire. Il savait frapper, il savait passer, passe courte, passe longue. On en discutait de Clarence Seedorf.
C'est marrant. Toi, ça t'a pas convaincu. J'ai adoré ce joueur, je le trouvais très classieux, mais je l'ai pas mis plus haut parce que il était un peu dans l'ombre d'un joueur dont on va sûrement parler beaucoup plus haut. Dans ces grandes époques du Milan en termes de classe et d'élégance. Alors il était dans ton ombre à toi, moi pour moi c'était l'autre qui était dans l'ombre, c'était compliqué, mais voilà, Clarence Seedorf pour moi c'est le videur de boîte de nuit, le milieu de terrain, il décide si tu passes ou si tu passes pas, et à côté de ça il est capable de te relancer pour passer une bonne soirée. Et à côté de ça, dans le genre très classe pour le coup, c'est Guti qui arrive un peu plus haut dans le classement, qui arrive un peu plus tard, mais voilà, Guti, pour le coup, on parlait des critères tout à l'heure, qui est un joueur extrêmement spectaculaire, extrêmement élégant, mais qui a eu peut-être une carrière plus accidentée, on va dire. Mais ce joueur nous a régalé. C'était un délice, c'était un vrai délice. Passe décisive de tous les côtés, enfin voilà. Ça passe décisive en talonnade pour Karim. Moi j'ai tendance à dire, mon repas c'est fromage Guti, il n'y a pas de dessert. D'accord. On est sur un repas copieux du coup. On est vraiment sur mais beau, une très très belle présentation. En vrai, on prend pas de dessert, tu prends un petit best-of de Guti en dessert, c'est nickel. Je vois ça. Moi j'avais deux joueurs qui sont pas ultra bien classés, notamment sur d'autres critères purs que la beauté et l'élégance, sur le niveau de jeu, parce qu'ils ont forcément une trace moins importante dans l'histoire du football. Le premier dont je voulais parler, c'était Enzo Francescoli. Légende absolue uruguayenne numéro 10, faune 9,5 numéro 10 de l'équipe d'Uruguay, qui a été probablement le plus grand joueur de l'histoire de River Plate. Et franchement, ouais, il est dans le lot en tout cas auprès des supporters, dans les joueurs les plus populaires de River Plate, où il s'est constitué une légende incroyable. Ce qui joue en sa défaveur, c'est effectivement le fait qu'en Europe, il n'ait pas très très bien fonctionné. Il a joué un petit peu en France, à l'époque au Matra Racing, l'autre club de Paris, quand il y avait un autre club à Paris. Enfin, club de Lagardère. Et il a joué aussi à l'OM, et c'est d'ailleurs à l'OM, on est sur la saison, je crois, 89-90, où il devient en fait l'idole d'un tout jeune joueur à ce moment-là, qui s'appelle Zinedine Zidane. Et la petite anecdote veut qu'aujourd'hui, si Zinedine Zidane en 95 donne le prénom Enzo à son fils, c'est pour Enzo Francescoli, puisqu'il était il idolâtrait complètement le numéro 10, uruguayen. C'est ça dont on parlait tout à l'heure qui me faisait marrer, c'est est-ce que, parce que moi en vrai, de manière très honnête, je connais très mal, je vais pas raconter que j'ai vu tous les matchs de Francescoli, mais est-ce qu'il est pas un peu hypé? Et je déconnais avec toi au téléphone tout à l'heure en te disant, si demain Mbappé, dans toutes ses interviews, il dit moi, le mec que je respecte le plus, mon joueur préféré, c'est TJ Savanier. TJ Savanier va rentrer dans une hype aussi. Donc, est-ce que Francescoli avait un tel niveau ou est-ce qu'il a été hypé par les déclarations? Je vois ce que tu veux dire, c'est pour ça que moi, il est pas. Enfin, c'est pour ça que sur notre classement global, et même moi, il est pas plus haut, parce qu'au-delà de l'élégance pure, il est pas suffisamment fort en termes de traces laissées. Maintenant, c'est aussi parce que notre œil européen, avec ses échecs européens et sa petite carrière en Europe, occulte un peu la légende uruguayenne qu'il est, la légende qu'il est à River Plate, qui est quand même aussi un des plus grands clubs de l'histoire du foot. Donc c'est pour ça que je voulais absolument en parler. Je pense que voilà, il est un peu occulté là-dessus. Et l'autre joueur dont je voulais parler, on est aussi sur un numéro 10 à la Sudam, qui n'a pas connu une immense carrière aussi du côté du vieux continent en Europe. C'est Zico. Légendaire numéro 10 de Carioca. Il est pas passé loin dans notre classement. Il est vraiment pas passé loin. Je crois qu'il est autour de la 15e ou 16e place. Ouais. Rien que son surnom, c'est le Pelé blanc. C'est cette époque où le Brésil ne gagne pas, mais a probablement le plus beau jeu. Et on parlait à cette époque-là du carré magique de l'équipe de France. Rendez-vous bien compte que à cette époque-là, le Brésil, c'est Careca, Socrates, Zico. Donc non, mais Zico, c'est complètement la classe. Il faut bien comprendre. On va le rappeler. On l'a déjà dit, mais on va le redire. C'était très dur de faire ce classement. Exactement. C'est-à-dire qu'on a une mouture de 50 joueurs qui était extrêmement classe. On aurait pu en mettre 80. C'était vraiment extrêmement compliqué parce qu'on a des joueurs aussi classe que ça. Et Zico était pas très loin de ce top 10. Ce qui a peut-être manqué, et ça pareil, on va le répéter, c'est peut-être qu'on l'a moins connu nous à notre époque. Et il y a une grosse part de subjectivité où le fait d'avoir connu tel ou tel joueur dans notre enfance nous donne une émotion particulière par rapport aux vidéos qu'on a pu voir a posteriori. Ouais, et il y a aussi l'absence de succès en Europe, puisqu'il a joué essentiellement, il a joué 2-3 saisons à Udinese, donc qui est déjà pas un très grand club, et il a surtout fait sa carrière du côté de Flamengo et de la sélection Riverde. D'ailleurs, allez voir le but de Zico sur YouTube contre le Paraguay. Vous tapez but de Zico Brésil-Paraguay, c'est tout bonnement exceptionnel, c'est un petit bonbon. On va passer sur les positions, les mentions un peu plus élevées, Jules. De la 15e à la 11e place. Je crois que là, on est sur des gars assez solides, dont on va un petit peu s'attarder, à en parler assez rapidement. Non, il faut complètement qu'on en parle, parce que c'est très important que les gens comprennent que
qu'au final c'était un top 10, mais en fait on vous a menti, c'est un top 92, et ça va être très long, donc préparez-vous. Non, à la 15e place, qui est tombé entre deux dans nos classements, c'est Luka Modric, si je dis pas de conneries. Celui qu'on appelle le Lovro-Mayer du Wish. J'en étais sûr. J'en étais sûr. C'est vraiment une pâle copie de Lovro-Mayer. Non, Luka Modric, c'est quand même extrêmement classe. Si on revient rapidement sur les critères en termes d'élégance, il n'y a pas grand chose à dire. Non. En termes de sortie de balle, le jour où quelqu'un vous caressera comme Luka Modric caresse la balle. T'as failli dire Lovro-Mayer. Non, tu vois, c'est fou, il me l'a mis en tête. Non. C'est très soyeux. Peut-être qu'il a un petit peu perdu. Moi, de mon côté, en tout cas, dans mon classement, peut-être qu'il a un peu perdu en termes de spectacularité. Spectacularité. C'est pas évident à dire. J'ai fait français LV3. Et non, il a un peu perdu en termes de spectacularité et peut-être de dégaine, de style. On peut pas dire que Modric soit un des joueurs avec le plus de charisme qui existe. Non, c'est clair. Et c'est peut-être là où du coup il s'est retrouvé 15e dans le classement parce que au niveau du reste, au niveau du joueur et d'élégance, il est très haut. Exactement. En 14e position, on a un joueur qui ressemble un petit peu, même s'il évolue à peu près aux mêmes positions, parfois un peu plus sur le côté aussi. Évidemment, 14e position, Andrés Iniesta. Un des maîtres à jouer de l'immense équipe du Barça, de l'immense Roja espagnol. Palmarès qui parle pour lui, mais c'était aussi et surtout un joueur qui ne faisait pas la différence sur ses qualités athlétiques. C'est aussi ça qu'on va retrouver beaucoup dans notre classement, dans ce top 10. C'est des joueurs qui ne font pas la différence sur leur qualité athlétique, mais essentiellement sur leur qualité technique ou d'intelligence de jeu. Iniesta cochait complètement ces deux dernières cases. Toi, il a perdu des points où Iniesta dans tes Moi, je crois que c'est pareil que Modric en termes de charisme et de traces qu'il aura laissé dans le football. C'est un immense joueur, il aura laissé une grande trace dans le football, mais il y a des gars au-dessus qui, en termes de charisme, de dégaine, vont être au-dessus. Voilà. Mais c'est vrai que Val en parlait dans le dernier. Je pense que s'il avait eu des cheveux plus longtemps, ça aurait beaucoup joué. Même Val en parlait dans le dernier top 10. Malheureusement, cet affreux débardeur jaune après le but de son Chelsea l'a disqualifié en termes de dégaine déjà. Ouais, complètement. Non, en fait, ce qui a vraiment, pour moi, ce qui perd un peu Iniesta, c'est qu'il est trop fort. C'est vraiment le meilleur défaut, c'est trop fort, c'est qu'en fait il peut être partout. Est-ce que, enfin, tu vois, on pourrait presque le mettre ailier, etc. Et donc du coup, il a pas tant que, on n'est pas sur un milieu soyeux comme on a voulu. Il l'est, mais pas suffisamment pour être pour effectivement. En 13e position, on commence sur du solide là. On a un Ballon d'Or 2007, le dénommé Kaka. C'est le deuxième Ballon d'Or du coup de la position 15 à 13. Exactement. Iniesta aurait peut-être dû en avoir un. Complètement. Kaka, on est quand même sur, on l'a dit, un Ballon d'Or, un joueur extraordinaire, notamment du côté du Milan, évidemment, qui s'est un petit peu perdu du côté du Real. Ouais, déjà en termes de style de dégaine, c'est pas un mec qui va avoir un charisme immense, mais par contre on est sur l'esthète. On est sur un look de gendre idéal. Ça vous plaît ou pas, il n'y a pas les tatouages, mais par contre, il a ce côté très très classieux sur lui. Et alors, quand on lui met un ballon dans les pieds, vision, qualité de passe, intelligence. Complètement, et en plus, il faut bien expliquer aux gens qui nous regardent qu'en plus, Kaka, quand ça explose, on a 11-12 ans, est en pleine explosion dans le foot, c'est 2007-2008, et il explose sur la scène européenne avec le Milan AC, un Milan AC un peu moribond à l'époque, et c'est vraiment un rayon de soleil dans ce Milan AC qui commence à chuter. Et il les mène au titre en 2007 de Ligue des Champions. Et c'est un joueur qui est ultra complet, c'est un joueur qui est incroyable, il sait tout faire, c'est magnifique, j'ai envie de l'épouser, j'ai complètement envie de l'épouser. Mais il est pris. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que quand on parlait tout à l'heure du coef 1, avec la personnalité, la dégaine, etc., on nécessite pas forcément un mec qui relève son col, monte les muscles, etc. Ce qu'on cherche, un peu les personnalités un petit peu plus sulfureuses ou des trucs. Et Kaka, il y a plein d'anecdotes. Son côté, tu vois, très, très pratiquant de la religion, etc. Très pieux, en tout cas, c'est une personnalité riche. Il y a plein de trucs, donc il était vraiment aux portes du top 10, quoi. Exactement. Au top du top 10, un ballon d'or, double ballon d'or, 88-89, pardon. L'immense Hollandais volant, Marco van Basten. Je crois que c'était Grégory Le Même. Non, ça n'a rien à voir. Non, le Hollandais volant, il y a des nationalités qui vont plus ou moins ressortir. Les Hollandais sont quand même un peuple qui joue plutôt joliment au football. Un peuple d'esthètes. Voilà, c'est un peuple d'esthètes, hormis passer une certaine heure. Mais du coup, Marco van Basten remplit complètement. On en parlait tout à l'heure. Marco van Basten, il répond aux deux catégories principales, qui sont la spectacularité déjà dans un premier temps. Ah, tu le dis bien. C'est fou, spectacularité, c'est fou. C'était un mec, allez voir ses buts en termes de reprise de volée, notamment cette volée en finale de l'Euro 88 contre l'Allemagne. Je crois que dans le même tournoi, il met un but sensationnel contre l'Angleterre. C'est tout bonnement exceptionnel. Et après, même sur la qualité du joueur, il avait pour un numéro 9 cette première touche qui faisait tout le temps la différence. Et c'était assez extraordinaire.
Donc voilà, on a mis Marco Van Basten. Je pense que ce qu'il a un petit peu perdu, c'est qu'on ait 10 ans de moins. Ouais, c'est que possiblement, si on était né 10 ans avant, on l'aurait peut-être mis plus haut dans le classement parce qu'on l'aurait plus vu jouer. Là, on l'a peut-être pas assez vu jouer, en tout cas en décalé, donc on a peut-être eu moins d'émotions. Mais c'est clair et net que, comme d'ailleurs beaucoup de ces mecs-là du top 30, il aurait mérité peut-être d'être un peu plus haut. Mais Marco, c'est quand même la classe. Ouais. Et Marco Van Basten, c'est aussi un joueur qui met un terme à sa carrière avant ses 30 ans. Je crois qu'on est à 27-28 ans. Ouais. Donc c'est vraiment très très jeune. Beaucoup de blessures. Donc du coup, c'est aussi ça qui a peut-être pu jouer sur la trace qu'il a laissée dans le football, même si on parle quand même d'un double ballon d'or. 11e position, donc vraiment aux portes de notre top 10. Moi, personnellement, je l'avais plus haut. On est aussi sur un ballon d'or 93. C'est à cause de moi qu'il est si bas ? Oui, c'est ça. On est sur Roberto Baggio. Donc ballon d'or 93, le maudit de la finale 94, qui rate son tir au but contre le Brésil. Moi, je l'ai mis plus bas, tu vois, Baggio. Je l'ai mis plus bas parce que pour moi, au niveau de la dégaine, il n'y a rien à dire. Il divine Codino, le divin à queue de cheval. On est sur un adorateur de la coupe mulet, on est sur une ambiance délicieuse. Il y a eu la coupe mulet et la queue de cheval aussi. Ouais, exactement, mais ce qu'il avait, tu sais, c'était mi-mulet, mais il l'attachait en queue de cheval, c'était vraiment magnifique. Cheveux parfois un peu grisonnants sur la fin à Breccia. Non, mais en termes de personnalité, il n'y a rien à dire, donc c'est malheureusement entre guillemets le coef 1. En termes de spectacularité, il y a... Waouh, j'arrive toujours pas à le dire. Spectacularité. À chaque fois, je rate une... C'est pas grave. Voilà, c'est inquiétant. Bonjour à mon orthophoniste. Et non, en termes de spectacularité, c'était incroyable aussi. Ouais. Moi, de mon côté, ce qui, à mon avis, lui a fait perdre des points dans mon classement, c'était le côté élégant, touché de balle. C'est que c'était un joueur exceptionnel, mais de là à dire qu'il était soyeux, pour moi, il avait plus un côté un peu où on était sur du petit taureau nerveux. Ah ouais, il avait quand même un toucher de balle sur sa première touche, une qualité de frappe, de coup franc notamment qui était assez extraordinaire. Mais là où je te rejoins, c'est que il avait cette style et ce dégaine, mais après sur le charisme, c'est pas un joueur qui a transcendé, lui le disait d'ailleurs, qui a pas transcendé des générations. Il a transcendé l'Italie du moment, mais il a pas laissé une trace suffisante. Par contre, il a peut-être inspiré un joueur qui va être un peu plus haut dans notre top 10, qui a évolué avec lui dans ses toutes jeunes années à Brescia. Et ben, on en a fini pour ces mentions. Je te propose qu'on rentre directement à la 10e position de notre classement. Allez, go. Dixième position de ce classement, Jules. On est sur Juan Roman Riquelme. Jean Romain. Sacré joueur. On l'a mis en 10e. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on le répète et le répète, mais le classement final est un mix de nos deux classements. Donc c'est une moyenne de nos deux classements. Donc pour qu'il arrive 10e, c'est qu'on l'a mis tous les deux plutôt haut. On est sur un joueur qui, pour moi, c'est paradoxal de dire ça parce qu'il arrive 10e, mais qui est l'image de ce thème. De l'élégance. Exactement. Ouais. C'est le Folland, c'est le mec qui n'a pas de qualité athlétique dingue, mais qui est d'une qualité technique et d'une élégance qui est débordante. C'est-à-dire qu'il suffit de regarder, reprenez sur YouTube, je sais même pas si ça existe, je me lance à l'aventure, mais regardez sur YouTube, par exemple, tous les petits ponts qu'ils pouvaient mettre, etc. Avec la semelle, beaucoup. C'est toujours en dilettante, toujours la semelle, toujours le recul, tranquille, clac. On est sur ce 10, qui me fait penser un peu à un Pastore, sur ce 10, à la Sudam, nonchalant. Pas de qualité athlétique, on se dit qu'est-ce que ce type fout sur un terrain. Et au final, c'est extraordinaire. Alors, on va peut-être passer sur ce qui joue un peu en sa défaveur. Évidemment, la trace qu'il a laissée dans le football, c'est une légende de Boca Juniors, peut-être la légende ultime avec Diego Armando Maradona. Mais il a ce côté, en Europe, il a connu un immense échec au Barça. Il s'est très bien relancé avec Villarreal, où il emmène un Villarreal sensationnel en demi-finale Ligue des Champions en 2006, mais derrière, il gagne pas de très grandes compétitions avec Villarreal. Il gagne quand même 3 fois la Copa Libertadores quand même, avec Boca. Mais c'est ce qui pêche un peu. Ce qui pêche un peu, c'est son parcours européen. Ouais. Même si, qu'on se le dise, il a fait briller Villarreal à une époque où il n'y avait pas beaucoup de projecteurs sur ce club-là. Il a énormément mis en avant. Moi, je sais que moi qui suivais un peu le foot à l'époque, quand t'étais gamin, moi, pourquoi tu me parles de Riquelme, vu que je connais pas trop, que je regarde pas trop le football sud-américain, tu me parles de Riquelme, c'est maillot jaune, c'est Villarreal. C'est Villarreal, c'est Argentine aussi, quasi 70 sélections, mais à une époque où l'Argentine, je crois qu'il a pas l'âge, mais il fait partie des 3 exemptions des Argentins qui vont gagner les Jeux Olympiques à Pékin en 2008. L'année avec Messi, là, avec Messi, Agüero, et je crois qu'il l'avait dit, et il est dedans, mais lui, il fait partie des 3 plus vieux. Donc je l'ai dit, 3 Copa Libertadores, mais c'est un joueur. Moi, j'ai une image, tu vois, qui me vient en tête. J'ai ce maillot jaune avec Villarreal, et à chaque fois qu'il prenait un coup franc direct ou un penalty, il embrassait le ballon. Oui. Et ça serait un joueur pas élégant, j'aurais probablement jamais retenu ça.
Parce que moi j'embrasse aussi le ballon. Voilà, pas retenu, pas du tout, t'avais plus de la boue sur les lèvres, en plus c'était affreux. Tandis que Riquelme, bah non, l'Argentine, il y a un peu moins de boue et vraiment. Non, je pense que ce qu'il a desservi, c'est aussi beaucoup ses blessures du coup en club, en Europe. Ouais. Et le fait aussi de tomber dans une période argentine qui était une des pires périodes de la sélection argentine, qui était mal gérée au niveau de la Fédé, des coachs, etc. Et donc malheureusement, ça lui dessert un peu dans ce classement-là. Après, ça lui dessert, il est quand même 10e dans ce classement-là. Mais si on devait parler d'esthète pure, et qu'on devait regarder simplement il serait peut-être un peu plus haut. Un petit peu plus au-dessus. On en a fini pour cette 10e position avec l'Argentin Juan Román Riquelme et on va passer en 9e position. Neuvième position de ce top 10 des joueurs les plus élégants, Jules. On va passer sur un poste, parce que mine de rien, il va y avoir forcément beaucoup de joueurs offensifs ou de milieux à la technique racée. Sur le seul défenseur de notre top 10, Jules, qui est Franz Beckenbauer, dit le Kaiser. Le Kaiser, juste avant Franck. En vrai, on aurait pu mettre. On a mis d'autres défenseurs, balotage favorable à la base. On a pensé à Maldini, on a pensé à Nesta, à Thiago Silva. On a mis d'autres défenseurs, mais c'est peut-être le plus symbolique. Celui qui rentre le mieux le truc, c'est Franz Beckenbauer. Ce qui est fascinant, c'est que même les générations qui l'ont pas vu jouer le connaissent. C'est quand même la classe. Double Ballon d'Or. 72 et 74, vainqueur de la Coupe du Monde 74, des Bundesliga, il doit en avoir 5 ou 6, 3 C1 consécutives, dans la foulée de celle remportée par l'Ajax de Cruyff, de Niskens et de Rinus Michels. On est sur un mec qui a complètement dominé une époque de ce sport, qui a pourtant été formé en tant que milieu défensif, en tant que milieu centre, et c'est son replacement après 66 où il est dans le groupe de l'Allemagne qui perd en finale contre l'Angleterre, où il va être repositionné finalement en défense centrale, et il va participer avec deux trois autres joueurs de cette période de jeu à révolutionner le sport football. C'est ce qu'a beaucoup joué aussi dans notre choix, etc. C'est que autant on peut pas forcément dire que c'est un joueur avec un toucher de balle si élégant que ça. Pour un défenseur, c'est extraordinaire, mais voilà. C'est pas un Riquelme. Mais voilà, t'es pas là non plus à te faire des compiles dans ta chambre à 3h du mat. Mais qui fait ça d'ailleurs? Et on est quand même sur un joueur qui a non seulement révolutionné son poste, qui avait un niveau de jeu exceptionnel, et en termes de personnalité, etc., c'est quelque chose aussi. C'est le Kaiser, c'est le patron de l'Allemagne, c'est le patron du Bayern. On a tous cette image, même ceux qui l'ont pas vu en direct, moi le premier, mais de Beckenbauer qui joue sur le terrain avec un bras en écharpe. Avec l'épaule pétée. Avec l'épaule pétée, et ça c'est quand même incroyable. C'est des choses qu'on ne verrait plus aujourd'hui. Ça montre le charisme, la détermination du gars, ça va avec la légende, ça écrit l'histoire. Exactement, et d'un point de vue du jeu, tu le disais, évidemment, c'est pas un joueur qui a la technique ultra fine d'un numéro 10, mais pour un défenseur central, et même sans être un défenseur central, c'est quand même très costaud. Et surtout, il y a ce côté, on est dans un foot à cette époque-là, qui sort des gros bourrins, notamment en Allemagne en défense. On est sur ce modèle de défenseur central qui a existé, subsisté jusqu'aux années 90, fin des années 90, avec un stopper, un libéro. Lui, il est le libéro, donc déjà un joueur plus technique que le stopper. Sauf que lui, il a marqué 69 buts, ou 60 en carrière, et genre c'est 70 passes D, c'est absolument énorme pour un défenseur central, mais surtout que lui ne prenait pas les coups de pied arrêtés comme d'autres, il était capable vraiment de chevaucher dont on ne voit aucun défenseur aujourd'hui. C'est ce que j'allais dire, ou alors on voit des défenseurs très rarement, lui c'était régulier, il allait volontairement chercher les 1-2 avec ses milieux, voire ses attaquants, pour ensuite se mettre en position de danger. Et surtout c'était vraiment un des premiers défenseurs qui relançait la balle au pied, qui remontait balle au pied, tête haute, qui regardait, qui cassait des lignes avec la balle au pied. On n'était pas sur du vieux dégagement en touche et encore moins du kick and rush. On était sur un défenseur qui réfléchissait à la relance en premier. Et ça, en fait, c'est drôle, c'est qu'aujourd'hui, tu dirais ça à un gamin de 12 ans qui regarde le foot aujourd'hui, ça lui paraîtrait extrêmement naturel parce que beaucoup de défenseurs le font. On le demande même à Brest ou à Amiens. Mais à l'époque, c'était genre révolutionnaire de ressortir balle au pied devant la défense. C'était quelque chose de très couillu. Donc ça joue énormément pour lui et c'est pas pour rien qu'il est 9ème. C'est un peu le seul défenseur de nos top 10, on se le dise, mais il représente, c'est le seul, mais il représente ses collègues. Il représente ses collègues, et puis en plus, il y a cet aspect sur les autres critères purs que l'élégance, en termes de charisme, en termes de traces laissées, que ce soit pour ses clubs, mais aussi pour l'histoire du jeu. C'est un joueur qui est primordial et qui est extrêmement important de ce sport. Ouais, il cumule beaucoup de critères. On en a fini sur Franz Beckenbauer, je te propose qu'on passe à la 8ème position de ce classement. Allez. Huitième position de ce classement des joueurs les plus élégants, Jules. Là, alors, en termes de style et de dégaine, c'est vraiment, là on est, même si c'est le critère le moins important, on est probablement au numéro 1, 2 et 3.
Andrea Pirlo. Bah, j'ai envie de l'épouser, j'ai envie que ce soit mon père. Avec ou sans barbe, mon t'as envie de frère. Plus avec la barbe. Plus avec la barbe. Plus avec la barbe, ça en rajoute encore un truc. Ouais. Et d'ailleurs, on tombe encore plus en amour de ce mec-là, sur, même si la saison s'est mal passée, sur le reportage qu'il y a eu, sur le doc qu'il y a eu, je crois que sur Netflix, sur la Juve, où on rentre un peu dans son intimité, on se dit, mais ce gars-là, putain, même quand il va au shot, c'est classe, quoi. Si vous voulez en savoir plus sur Andrea Pirlo, on avait fait un épisode d'1 heure ou 45 minutes de Révolutionnaire avec Alex, qui retraçait un peu la carrière d'Andrea Pirlo et qui revenait aussi sur l'aspect révolutionnaire de son jeu, comment il a fait évoluer le football. On en parlait, il a découvert un peu l'élégance aussi au contact de Roberto Baggio dans ses très jeunes années, quand Baggio était sur la fin à Brescia, fin des années 90. Il est ensuite passé par l'Inter, mais surtout le Milan et la Juve, la Squadra Azzurra. On parlait de Seedorf tout à l'heure. Un milieu extrêmement complémentaire avec Clarence. Exactement. On était sur deux joueurs d'une élégance folle, mais Pirlo avait ce côté vraiment numéro 10, donc très trequartista, reculé, en meneur de jeu reculé, donc en regista à l'italienne. Et là, on est vraiment sur l'idole de tout un peuple qui va mener l'Italie à une victoire à la Coupe du Monde en 2006, qui va emmener la Juventus une fois en finale de Ligue des Champions sur sa fin de carrière. C'est un joueur qui a sans cesse réussi à se renouveler quand il a eu des échecs. De toute façon, on l'interroge même pas sur son palmarès. Non. Il a rien à prouver en termes de palmarès. C'est Exactement. Un mec qui a aussi révolutionné son poste. Il a vraiment redescendu le poste de numéro 10 devant la défense. Même si on en revient toujours à ça, aujourd'hui ça paraît normal, on met des Verratti et autres, etc. Mais à l'époque, c'était quand même assez rare de voir ça. Et même en dehors de ça, Pirlo dans le style, les coups francs, les transversales. La sensation qu'il jouait dans un fauteuil, un petit peu dans ce milieu reculé, qu'il jouait dans un fauteuil, et tu le disais, sa qualité de passe courte, de passe longue, de coups francs, de frappe lointaine. Il savait tout faire. D'élimination aussi, c'était pas un dribbleur, mais son élimination dans un petit périmètre. Je pense que Paul Pogba lui doit beaucoup, je pense que beaucoup de gens lui doivent beaucoup. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un milieu de la Juve qu'on n'a pas cité tout à l'heure, je fais une petite parenthèse, mais Edgar Davids. Edgar Davids, oui, on l'avait mis dans notre grande liste. Dans notre grande liste de 50, tes lunettes. Ton charisme, Edgar, le pitbull, je suis vraiment très déçu qu'on l'ait pas mis dans le top 10, mais t'étais pas pour. Mais le pitbull, c'est quand même pas la race de chien la plus élégante. C'est vrai. On aurait dû l'appeler le lévrier. Mais du coup, Edgar Andrea Pirlo, voilà, vous le connaissez tous, un joueur qui nous a quitté malheureusement d'un point de vue footballistique. Oui, il est pas mort. Il y a pas longtemps. Non, mais le football a eu une petite mort quand il a arrêté. Ouais. Vraiment, avoir un enchaînement Iniesta Pirlo à peu près dans les mêmes années, ça a été quand même très compliqué pour ce sport. J'invite tout le monde à aller regarder. Je crois que sa dernière coupe qu'il gagne, je crois que c'est la Copa avec la Juve. Cette magnifique photo dans le vestiaire de la Juve où il est en slip avec la coupe dans la main. Exceptionnel. Même en slip, il a un vrai flow. Bah, même ce mec, ça y est, classe, il peut mettre des slips, il peut mettre tout ce qu'il veut, Andrea. Exactement, la classe à l'italienne. On va passer en 7ème position, Jules, maintenant. Et on reste à la Juve pour cette 7ème position avec un certain Michele Platini. C'est classe aussi. Dit Michel, en francisant le prénom. Non, c'est très classe aussi. Michel Platini, de toute façon, c'est toujours pareil. Je pense que s'il est 7ème, c'est sûrement qu'il souffre à notre niveau d'un problème de génération. C'est qu'on l'a pas assez vu jouer. Mais Michel Platini, c'est quand même 3 ballons d'or. Alex, peut-être. Alex aurait pu. Oui, bah Alex, je crois que Alex, il aurait même pu l'emmener à l'école quand il était petit. Mais non, mais Platini, on est quand même sur 3 ballons d'or. On est sur un mec qui savait tout faire, qui était un numéro 10 qui marquait des buts, qui était un numéro 10 qui faisait des passes, qui tirait les coups francs, les penalties. Enfin, il suffit de parler avec nous, la génération de nos parents, pour se rendre compte que Michel Platini est un joueur absolument exceptionnel et qu'on l'a certainement sous-coté dans ce classement-là par manque d'émotions vécues, entre guillemets. On n'a pas connu 82, 84 en direct. C'est un foot qui est différent, qui est certes plus lent, mais lui, il a toujours pas des qualités athlétiques comme Henri Riquelme tout à l'heure, on en parlait, au-dessus de la moyenne. C'est pas un joueur qui est spécialement rapide, c'est pas un joueur qui va beaucoup éliminer par le dribble, voire même peu, mais par contre, son intelligence de jeu, sa qualité de frappe, de passe, en font un buteur et un passeur redoutable, et au-delà de ça, effectivement, il y a une technique extrêmement fine. Et il savait vraiment tout faire. Après, là où tu as raison, ce qu'il a certainement desservi, c'est qu'on regarde quand même parfois un peu les années 80-90 avec du recul en se disant, bon, c'était du foot spectaculaire, mais c'était pas vraiment du foot très sérieux, entre guillemets. C'est-à-dire que quand on revoit les résumés de match aujourd'hui avec Platini, on voit 5 défenseurs qui foncent sur lui sans réfléchir, il met un sombrero, il en élimine 5. Peut-être qu'on verrait moins ça aujourd'hui. Donc c'est peut-être ça qui le dessert un peu, c'est entre guillemets son époque, mais le toucher de balle en lui-même était délicieux. Était d'une douceur. Et nul doute qu'à notre époque, il aurait également été un joueur qui aurait marqué l'histoire.
et qui aurait eu une élégance folle. On parlait évidemment de ses coups francs, c'était une de ses marques de fabrique. Moi, quand je vois Platini élégance, j'ai une image qui n'est même pas une image de jeu qui me vient à l'esprit. Cette image, alors ça va être en finale de Supercoupe intercontinentale, où ils doivent jouer contre Independiente ou un autre club, ou un club argentin. Il y a un but sensationnel avec un sombrero qui est refusé à Platini. Oui. Et Platini derrière s'allonge et fait une pause un peu façon sirène. Et Dybala lui a rendu hommage récemment. Dybala lui avait rendu hommage et rien que cette photo, alors qu'il est dans la boue, elle est d'une classe avec ce maillot magnifique. Classe. Elle est d'une classe sensationnelle. Et en parlant de milieu très classe de la Juve, qui sont pas dans le top 10 parce qu'on les a un peu rejetés, Pavel Nedved. Pavel Nedved, vous l'avez vu dans le classement, dans la liste des 31, il est présent. Ouais. Je me suis retenu pour en parler. Je pense qu'un jour je ferai un top 10 que sur Pavel Nedved. Moi je ferai un top Nedved, mec. Les 10 meilleurs moments de Pavel Nedved. Sa vie, son œuvre. Ouais, exactement. Non, mais voilà, on n'a pas pu mettre tout le monde, mais non, mais en tout cas, Michele aurait dû peut-être plus haut. On a peut-être pêché par jeunesse. Exactement. Et ben on a fini pour parler de cette 7ème position du Michel Platini. Je crois qu'on va quitter un petit peu la Juve là. Il est temps qu'on aille voir ailleurs. Numéro 6, on vous l'a dit, on quitte Turin, on quitte le Piémont, on traverse les Pyrénées, mais on reste en France. Les Pyrénées, les Alpes, waouh. Ah ouais, celle-là elle est pas mal. Non, évidemment on traverse les Alpes. Et on va aller sur un joueur qui a plutôt marqué l'histoire du foot français. En bien comme en mal. Le dénommé Eric the King, Eric Cantona. Surtout en bien. Toi, t'es pas forcément d'accord. Il arrive 6ème dans notre classement. Moi, je crois que dans mon classement perso, je crois qu'il est arrivé 3ème. Il faut dire que j'ai quand même fait chier Flo à 1h30 du matin. Je l'ai appelé en lui disant, mec, on en a que 30. On a complètement oublié de mettre Cantona. C'est hors de question qu'on le mette pas. Donc, je lui ai fait modifier tout son classement pour remettre Cantona. Et moi, il est arrivé, je crois, 3ème dans le mien. Parce que pour moi, Canto, c'est. Pour moi, si tu reprends les critères. Il y a tout en termes. Si le coefficient de la personnalité de la dégaine était plus élevé que pour moi, il est arrivé sur le podium. C'est que t'as le toucher de balle qui est délicieux. C'est peut-être ça qui le perd un peu. Toi, je crois que c'est là que tu l'as un peu rétrogradé. Moi, c'est sur le critère principal. Ouais, c'est un joueur extrêmement élégant, très fin techniquement, mais qui pour moi était pas dans le top 10 sur ce pur critère-là. C'est vrai que, quand tu penses joueur élégant, c'est pas Canto qui te vient en tête. Mais si tu regardes de près, il y a quand même un toucher de balle. Il y a quand même aussi un côté extrêmement spectaculaire. Ouais. Le niveau du joueur, on n'en parle même pas. Il suffit de parler aux Anglais. Et la dégaine, c'est énorme. Pour moi, il remplissait les 4 critères. Il aurait peut-être dû être plus haut. Malheureusement, Flo est un salopard. Et donc, il est 6ème. Mais je sens que ce qui t'a beaucoup marqué, toi, c'est ce côté col un peu relevé. Ça, c'était la marque de fabrique de Cantona. Alors, il l'a pas fait dans ces toutes jeunes années à Auxerre. Mais c'est vraiment en arrivant du côté de Leeds et surtout de Manchester où il a commencé à avoir ce col relevé, cette fierté, sa célébration. Rien que sa célébration est probablement une des célébrations les plus classes où il ne bouge pas, il se lève. Après il met son petit lobe là. Ça commence sur une sorte de slalom, de série de dribbles au milieu de terrain. Et il finit un lobe à l'entrée de la surface et puis le mec est immobile et il regarde dans le vide. Contre Sunderland. Et derrière évidemment Old Trafford. Mais oui, mais après c'est pas que dans la dégaine. C'est quand même moi personnellement, c'est vraiment un joueur où quand j'ai découvert ça, où je me suis dit mais putain, c'est ça le foot quoi. C'est sensationnel. Alors il y a d'autres choses qui l'ont perdu etc, mais c'est quand même extrêmement classe. Kanto est vraiment un joueur hors norme complètement en termes d'élégance, mais c'est vrai que il y a certaines choses qui ternissent sa légende et qui l'ont un peu freiné. Ouais, notamment son caractère, même si d'un point de vue technique en arts martiaux il aurait été très très haut je pense sur ce Kung Fu. Il est très très beau, techniquement très très beau. Mais je crois qu'on va faire un petit combat Anthony Lopez Cantona sur un ring. Faudrait vraiment du mix du MMA quoi. Là, on est vraiment on mixe tout, les points, Mais oui, évidemment, pas sa carrière est stratosphérique. On a ces 4 titres de Première Ligue avec Manchester, 1 avec Leeds. Juste, imaginez-vous bien que c'est par le niveau de jeu, mais aussi beaucoup par son style et son charisme, que Cantona est quand même élu joueur du siècle de Manchester United. Et puis, il y a d'autres choses à raconter sur Cantona, mais il faut bien se rappeler qu'il arrive à Manchester en décembre. En janvier au mercato hivernal, Manchester est très mal barré. Ah ouais. Très très mal barré. Manchester est 16ème, 17ème, etc. Manchester finit par gagner le titre à la dernière journée avec l'arrivée de Canto. Et il va accompagner cette génération de 92. Exactement. Et puis derrière, on a quand même. Faut bien se rappeler que les Anglais nous détestent. Et quand même, quand Cantona revient de suspension après avoir fait un high kick dans je sais plus quel supporter Crystal Palace.
quand il revient de suspension 8 mois après, il est quand même accueilli. Old Trafford est rempli. Regardez ça sur YouTube parce que c'est quand même un régal. Old Trafford est rempli de drapeaux français. C'est fou. Et les supporters de Manchester chantent la Marseillaise. Alors que les Anglais peuvent quand même pas nous saquer. Et donc c'est rappeler le niveau d'influence du mec. Et en termes de niveau de joueur, c'était énorme aussi. Enfin bref, moi, si ça tenait qu'à moi, on serait bien plus haut. Exactement. Mais je sais que c'est la dégaine. C'est le torse bombé, la tête haute, le charisme, menton haut. C'est le charisme, la légende. Et le niveau du joueur. C'est le niveau du joueur. Moi, uniquement sur l'aspect pure élégance, pure beauté, où je l'ai mis dans mon top. Je crois qu'il est en 15e position. Foutez-moi Cantona en 98-99 et puis il devient une légende en France. Ouais, et puis Zidane n'est pas du tout le même genre. Ouais. Non. Complètement surcoté d'ailleurs. Zidane est vraiment. Mais il n'est pas dans notre classement d'ailleurs. Non. À tout à l'heure. On quitte Cantona, on quitte Manchester. On avait parlé tout à l'heure d'une sélection et d'un pays qui nous a offert beaucoup de talents assez doux à voir jouer. Plutôt très à l'aise avec ce qu'on appelle le ballon rond. Dennis Bergkamp en 5e position. Tu parlais tout à l'heure de Hollandais volant, on est sur un Hollandais pas du tout volant. Non, c'était son surnom. Le non-flying Dutch. On est sur un Hollandais qui aime pas trop l'avion, mais sur un Hollandais qui aime bien le ballon en cuir, quoi. Il nous a offert ce qu'on considère, nous, en tant que footeux, peut-être le but du siècle. Techniquement, je trouve que c'est le plus beau but. Moi, je pense il est au moins dans mon top 3 des buts du 21e siècle. C'est un joueur qui était d'une élégance rare, qui arrive 5e, ce qui est déjà énorme dans notre classement, mais qui a peut-être péché par peut-être régularité. Régularité, effectivement. La trace laissée dans le championnat. Tu parlais de régularité, il a été élu en 98 joueur de l'année en première ligue. Mais voilà, il n'a pas eu, et notamment à l'époque où Arsenal a commencé à être l'Arsenal des Invincibles, mais l'Arsenal de Thierry Henry, il s'est un petit peu effacé. Il n'était plus forcément la star, mais par contre, en termes de technique pure, c'est un joueur. On parlait de Riquelme, c'est pour moi, dans la finesse technique, dans l'élégance, le plus beau. On parlait de Kaka, lui, dans une élégance plutôt un peu gendre idéal, ce grand costaud, parce qu'il il est quand même assez grand. Ouais. Ce grand, un peu assez musclé, ce grand blond hollandais. Et calme-toi. Généralement, c'est pas le joueur qui est censé me filer le plus d'excitation d'un point de vue du style. Et lui, tout est parfait avec lui. Quand on parle d'élégance, on pense à Dennis Bergkamp. Peut-être qu'il a perdu un peu aussi dans notre matrice. C'est peut-être alors peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec nous, mais c'est quand on parlait de charisme et de personnalité, peut-être que c'est ça. Et Bergkamp, c'est quand même une personnalité assez réservée, quelqu'un d'assez timide, etc. Donc peut-être qu'il a perdu. Sur le terrain, c'était pas le plus gros gueulard, c'était pas le mec qui se mettait en avant. Mais en termes d'élégance pure, de classe et machin, le mec aurait pu faire de l'escrime, quoi. Genre, on est sur un truc très. Exactement. Mais il aurait crié, ça aurait été beaucoup moins élégant à chaque fois qu'il mettait une touche. C'est insupportable ce sport d'ailleurs. Non, alors effectivement, il y a ça où ça joue, il est pas forcément plus haut parce qu'en termes d'élégance, on a dit, c'est stratosphérique. Un autre fait aussi qui joue peut-être pas en sa faveur, c'est le palmarès et la trace qu'il a laissé dans le football. Il a aucune Coupe du Monde. Génération pas ouf des Hollandais à l'époque. Génération un peu moins ouf dans les années 90. Ce qui par contre l'a pas empêché de mettre des buts stratosphériques avec la sélection. Il y a ce but en 98 contre l'Argentine. Alors je crois que c'est en phase de poule. Où il met un but sensationnel avec contrôle, frappe, sombrero dans la surface. C'est absolument fou. Il suffit de dire aux gens qui n'ont pas trop regardé les Bergkamp, tapez juste, vous faites même Bergkamp, pas cher à rajouter best of ou je ne sais quoi, mettez juste Bergkamp, Dennis Bergkamp dans YouTube. Et là, c'est parti pour de la régalade. Et un des trucs, je pense que... Alors, tous les joueurs dont on va parler à partir de la 5e position sont excellents dans les domaines techniques. Mais en termes de première touche, c'est-à-dire la qualité du contrôle et de la première touche, Dennis Bergkamp, c'est absolument exceptionnel. Si on est vraiment sur la première touche, il est probablement dans le top 3 ou dans le top 5 des meilleures premières touches. Non, mais il joue en chaussettes, c'est absolument délicieux. Exactement. Place numéro 5, on a terminé avec Dennis Bergkamp. Allez, go sur le 4. On va arriver sur la 4e position. J'aime bien quand tu me dis 4ème position comme ça avec un petit regard langoureux. ça me met assez mal à l'aise. 4ème position. Un homme qu'on ne pouvait pas mettre. Non. On ne pouvait pas le mettre en dehors du top 10, même le mettre en dehors du top 5. C'est un des monstres de ce jeu. Qui nous a quittés récemment. Ce bon vieux Diego Armando. Exactement. El Pibe de Oro. Diego Armando Maradona. Je sais même pas quoi dire en termes d'élégance. Ouais, c'est très dur de résumer ce gars-là de toute façon, mais je pense que ce qui lui fait gagner beaucoup de points dans notre classement, c'est certainement, 3e essai, la
Non, toujours pas. Je pense qu'il faudra pas le dimanche à l'avenir. Peut-être le vendredi tôt. La spectacularité. Specta. Il a fait breton LV1 et LV2, donc c'est. Non, j'en rajoute un peu. La spectacularité. Ce qui joue beaucoup dans Maradona, c'est ça. C'est le côté très spectaculaire du joueur. Mais à côté de ça, les gens ont tendance à gommer l'élégance du mec par rapport justement à ce côté spectaculaire. Alors que, en fait, si on regarde des matchs en entier ou des longs résumés, etc., on se rend compte que sur les phases de jeu anodines, sur les passes au milieu de terrain, etc., le mec était d'une élégance pure. Le ballon colle au pied, la tête est haute, le regard est lointain. Alors oui, il a ce physique un petit peu petit, trapu, mais par contre, en termes de technique, il est capable de faire des choses. Alors c'est moins élégant qu'un joueur plus fin, plus élancé, mais c'est juste stratosphérique. Effectivement, tu disais que le pied ne quitte jamais la balle ne quitte jamais le pied. Mais c'est pour ça me fait penser à un autre joueur qu'on n'a pas mis, ça me permet de faire une petite parenthèse là-dessus. Ça me fait penser vraiment à Léo Messi, par exemple. Évidemment. On n'a pas mis Messi par Ronaldo parce qu'ils sont tellement hors catégorie, ces mecs-là, qu'on n'allait pas les mettre dans les joueurs les plus élégants, etc. Mais Maradona avait ce côté-là aussi où, genre, c'est quand même essayer, juste de courir dans votre jardin avec une balle. Je vous jure que la balle, elle part un peu loin. Lui, c'est. Surtout vraiment... sur les terrains de l'époque. Ouais. On n'est pas sur un billard à l'époque. On est vraiment sur la pelouse qui est très épaisse. Le ballon saute de partout. Son but contre l'Angleterre. En quart de finale de la Coupe du Monde 86. C'est exceptionnel. Et même le titre avec Naples est exceptionnel. Enfin, toute la carrière du joueur est exceptionnelle. C'est-à-dire que la fameuse vidéo qu'on a beaucoup vue à sa mort de l'échauffement avec Naples où il est là à s'entraîner sur la musique, c'est incroyable. Rien que ça. La baston avec le Barça. Rien que ça, l'élégance. Tout est dans la légende. Même sa main, la main de Dieu est d'une élégance folle. Voilà. Et on vient de parler des deux faits majeurs, la main de Dieu et son but où il brille quasiment la moitié de l'équipe anglaise en quart de finale de la Coupe du Monde 86. Et je crois qu'on en avait parlé dans un épisode de Poteau Carré. C'est cette demi-finale qui suit contre la Belgique où il met un doublé, cette demi-finale de la Coupe du Monde 86, où vraiment c'est la partition de Diego Maradona. C'est-à-dire qu'il a fait, c'est probablement son plus grand match au haut niveau, et c'est un match où vraiment il étale toute sa classe, il met un doublé, il fait tout. Il met il y a un résumé qui est dispo sur YouTube des faits de Maradona si les gens veulent regarder. Bon, après les Belges aiment pas trop gagner en phase finale de Coupe du Monde. Non. Une fois Maradona, une autre fois Mbappé, je sais pas lequel. Voilà, après ça sert à rien qu'on s'éternise sur Maradona, on pourrait que pas assez en dire. Donc ça sert à rien que les gens râlent en disant ouais, vous avez pas dit ça, vous avez pas dit ci. Tout le monde sait pourquoi Maradona est là. C'est le génie exubérant. Et tant mieux qu'il soit là. Exactement. Il était là. On a parlé de Maradona en 4ème position. On va maintenant pouvoir commencer à parler du podium. 3ème place de notre top 10 des joueurs les plus élégants. Autre légende de ce jeu. Un Hollandais très volant. Alors lui, un Hollandais très volant, mais avant l'immense époque des Hollandais volants, c'est lui qui a probablement le joueur qui a le plus révolutionné le football à mon goût. Ah oui, je pense que c'est le joueur. Aucun joueur dans l'histoire n'a révolutionné dans le jeu. Peut-être qu'on pourrait discuter dans l'histoire du foot, etc. Dans ce top 10, la question se pose même pas. C'est évidemment le joueur le plus influent et il l'a fait avec classe. En termes de joueur et de coach. On parle évidemment de Johan Cruyff. Et non, on est sur un joueur quand même qui est extrêmement classe. C'est marrant parce que plus on avance dans le classement, et moins j'ai envie d'en dire parce qu'il y a trop à dire. Alors que tu vois, les joueurs précédents, tu peux vite faire le tour. Mais Johan Cruyff, il y a tout à dire, c'est énorme. Le palmarès. Le palmarès, si vous l'avez pas en tête, rien que ça, c'est 3 titres de ballon d'or, 3 ballons d'or au début des années 70. C'est 3 C1, donc 3 coupes des clubs champions à l'époque consécutives avec l'Ajax. C'est mettre le Barça sur la carte du foot européen à une époque où le Barça était très compliqué. C'est un joueur fin, élancé, qui, contrairement à beaucoup dont on a parlé avant, pour le coup, avait des qualités athlétiques. Pour le foot de l'époque, c'est lui, un des premiers qui a apporté la vitesse dans le jeu. Oui. Il était dur, c'était un joueur très fin, très élancé. Mais il avait la technique qui allait avec, c'est-à-dire que c'était bien beau d'avoir la vitesse, mais il avait une technique supérieure à la moyenne à l'époque. C'est un mec qui était vraiment capable de porter le ballon sur des séquences incroyables, qui n'était pas le cas de tout le monde. Enfin, Cruyff, on le sait très bien, quand on parle des légendes du foot, etc., Cruyff, il revient en premier, après peut-être il y a Pelé, Cruyff, Maradona, c'est les premiers qui viennent. Après, vu qu'on est français, on va rajouter Zidane et Platini, mais Cruyff, c'est quand même l'extrême classe. Ouais. Même dans le charisme, dans l'attitude du gars, c'est quand même la classe. Dans le charisme, on connaît l'histoire avec Adidas, avec le sponsor, enfin il y a avec tout, les 3 bandes et finalement il n'y a plus de bandes. Tu le disais, rien que premier fait, le charisme. Je pense en termes de joueurs charismatiques, on est en première position. Il y a un autre fait aussi, c'est que qui joue dans ce charisme, c'est qu'il faut bien se rendre compte que Cruyff commence à vraiment être un joueur ultra dominant à la toute fin des années 60, début des années 70,
On est dans une société européenne et hollandaise qui est alors bien conservatrice. Et on commence à avoir, notamment par la musique, le rock, les Beatles, les Stones, qui commencent à s'émanciper. On a un joueur qui se situe à peu près ici aussi, qui s'appelle George Best. Voilà, qui est juste ici, qui a permis de dévergonder les sociétés. Johan Cruyff, avec ses cheveux longs, avec ce football total voulu par Rinus Michels, il a complètement participé à une sorte de révolution culturelle. Il ressemblait aux Beatles, les joueurs hollandais à l'époque. Exactement, il y a une révolution culturelle dans le style qui se fait aussi, et Cruyff en est un peu l'étendard, que ce soit d'un point de vue footballistique avec le foot total, mais même culturel. Ce que j'allais dire, quand on parle de Cruyff, on parle de football total. Et on est sur un mec qui ne faisait pas que son métier, qui ne pratiquait pas que sa passion. On est sur quelqu'un qui réfléchissait à son sport, qui en même temps d'y participer avait des réflexions plus profondes vis-à-vis de ça, vis-à-vis du jeu. Il voulait le changer, il voulait y travailler, il y réfléchissait. Et c'est ça qui fait une diff pour moi à mes yeux par rapport à beaucoup de joueurs, c'est que c'est un mec qui s'interrogeait. Le mec qui rentrait chez lui, il était sur les shots, il disait comment on va faire pour changer ça, faire comme ci, faire comme ça. Comme quand il quitte l'Ajax pour aller au Barça, il a des discussions avancées il a des discussions possibles avec le Real qui veut l'attirer, qui est à l'époque déjà le plus grand club espagnol évidemment, et lui il refuse parce qu'il connaît les liens entre le club de la capitale, le Real Madrid, et la dictature de Franco, et il dit moi la dictature il est hors de question, je vais aller à Barcelone, et il va participer aussi à cette révolution footballistique, apporter un titre au Barça dans les années 80, fin 70, c'est tout bonnement extraordinaire. Et puis là on parle que des joueurs du coup, mais en tant que coach derrière, ce qu'il a fait au Barça est énorme, même en tant que gestionnaire, si on veut dire. Donc Cruyff est troisième, et c'est pas volé, on va dire. Dans le foot, chose très rare, il a son maillot retiré du côté de l'Ajax, plus personne ne porte le numéro 14 du côté de l'Ajax, le stade 14 du sud, tu me connais. Et voilà, il a marqué tout un pays et toute une génération de fans de foot et de joueurs de foot. Il y a des buts extraordinaires. Il y a ce but contre l'Atlético. Si vous croyez que Zlatan est celui qui a inventé les sortes de kung-fu en l'air pour marquer, non, Cruyff l'a fait bien avant dans des positions encore complètement plus folles parfois. Un petit peu après, notre bon vieux Marco Van Basten aussi, exact, qu'on a cité, mais en termes de kung-fu, on est pas mal. On est pas mal. Voilà, Cruyff, on pourrait, il s'agirait que notre petit ami, mais en fait, il est pas si petit et il est surtout très vieux, mais Alex fasse un révolutionnaire sur Cruyff. Ah bah, le problème c'est que lui il répond critères coach et joueur déjà, donc ouais, c'est ça, il pourrait avoir 10 non mais ce serait l'occasion, on pourrait en parler 1 heure de ce mec là. C'est absolument incroyable l'apport qu'il a sur le foot en termes de jeu, de coach, machin. Il coche toutes les cases, donc voilà, il est 3ème parce qu'on s'est intéressé vraiment aux joueurs, on n'a pas pris la globalité non plus de l'homme, mais en termes de joueurs, 3ème c'est quand même pas de la merde. Exactement. Moi je suis même pas dans le top 50, alors que pourtant. Non, c'est vrai. Dieu sait que t'es pas loin quand même, on avait hésité sur la. Je sais que j'apporte au foot. Je crois qu'on va passer en position 2. Surtout à la buvette. Je crois qu'on va passer en 2ème position. Je t'en supplie. On est très très bien rentré sur ce podium avec Johan Cruyff. On parle de gens qui ont changé le jeu. Johan Cruyff a bien introduit le sujet. Un autre homme qui a bercé une génération au football. Jules en 2ème position. L'homme moi qui m'a marqué personnellement dans les travées du Roison ex-Route de Lorient, c'est Cyril Jeanneschamp, quoi. Ouais, la formation au Servoise déjà. Être formaté comme ça par Giroud, c'est tout bonnement. Enfin, on parlait de Cantona tout à l'heure qui a été formé à Auxerre. Ils sont finalement assez nombreux dans ce côté joueur très élégant. Il y a la formation au Servoise, et dans l'élégance, Cyril Jeanneschamp, il y a vraiment une précision au niveau de la connaissance du corps. Oui. De l'adversaire. C'est vraiment quand ça tape le péroné, ça tape le péroné. On n'est pas sur le tibia, on n'est pas sur le ménisque, on est vraiment sur le péroné. Quand il décide de taper quelque part, il tape quelque part, et on est sur de l'élégance, de la connaissance. Il a hésité entre une carte de footballeur et de chirurgien. Oui. Il a hésité entre les deux, et il a fait les deux. Cyril Jeanneschamp a marqué les générations. Moi, je revois encore de Brancardier. Je revois encore récemment. Il y avait une interview, je crois hier après OL Nice, dans l'IB, où Lucas Paqueta a dit si Cyril Jeanneschamp n'avait pas existé, je jouerais au handball. Ouais. Ça, c'est quand même quelque chose. Bon, le troll va être difficile à faire plus longtemps. Évidemment, Cyril Jeanneschamp n'est pas dans 2ème position. Par contre, on pourra un jour faire un top sur les joueurs les plus. Un top de Cyril Jeanneschamp, mec. Oui. Je veux faire un top de Cyril Jeanneschamp. Non, on pourrait faire des bouchées. On pourrait faire un petit top des bouchées. Cyril Roll, par exemple. Cyril Roll, ça s'appelle souvent Cyril. C'est Cyril. Appelez votre fils Cyril. Il coupera des jarrets de porc. À l'échelle du cyclisme est un boucher absolu. C'est affreux. Bon, évidemment, 2ème position, on va pas vous parler de Cyril Jeanneschamp, ni de Yann Lachefer, ni de. Yann Lachefer aurait pu dans ce classement. C'est un esthète, Yann. Je t'avoue y avoir pensé. C'est dans la case Calvici où il est arrivé numéro 1, il est éliminé. Ouais, c'est pour ça qu'Iniesta a aussi été numéro 1. C'est vrai. Évidemment, on va parler de Ronaldinho en 2ème position.
C'est vrai. Et en fait, c'est assez étonnant parce que c'est vrai qu'on en a parlé tous les deux. Quand on a fait la présélection, quand on a discuté, naturellement, je suis pas sûr qu'on le mettait tous les deux aussi haut. Et en fait, moi personnellement, en remplissant les catégories au fur et à mesure, je me suis dit, ouais, bah bien sûr, il arrive aussi haut, bien sûr, et machin. Après, on est encore une fois victime de notre génération, on reste des enfants de notre époque, mais c'est quand même un joueur d'une classe absolue. C'est le mec, il arrive au PSG, que ce soit des matchs contre Guingamp, contre machin, etc. Surtout qu'on est lent, d'ailleurs. Oui, surtout qu'on est lent, mais qu'on traîne aussi, il nous a bien fait la misère, où c'est un joueur qui. Et je pense que le côté spectaculaire a beaucoup joué pour Ronaldinho, et l'élégance aussi, tous les contrôles, les passes, etc. Il est sur les critères qu'on a choisis, donc c'est peut-être pas les bons critères, on pourra les remettre en cause, mais en tout cas sur les critères qu'on a choisis, il coche toutes les cases. En termes d'élégance, ça va pas être le joueur le plus fin et le plus élégant, mais on est quand même sur un joueur qui est dans le top 5. C'est quand même fin, c'est quand même bien. En termes de spectacularité, c'est tout bonnement extraordinaire. Même en termes d'élégance, même en termes d'élégance. En termes d'élégance, il est très haut. Il est peut-être pas dans le top. C'est juste que c'est le côté samba qui le rend un peu festif, mais il est quand même d'une élégance sur les contrôles, les passes, les dribbles, tout est d'une précision. Et puis j'ai envie de dire, il y a même un truc, c'est des gaines, on aime ou on n'aime pas. Mais ce côté un peu nonchalant, mais quand même costaud, ce côté les maillots trop grands. Ouais, les manches longues. Il avait un style. Il y a une dégaine générale, il y a un style, même, enfin. Tout dans sa légende va avec, c'est-à-dire que le côté le palmarès, le côté on le connaît avec Luis Fernandez où il avait tendance à faire appel à des professionnels de l'amour la veille des matchs où il se couchait un peu tard, t'as le truc où il prend du poids au Milan AC, t'as son séjour en prison, enfin ce gars-là est romanesque. Mais sur le terrain, toute sa carrière effectivement est romanesque, mais toute sa carrière est belle à voir, toute sa carrière est élégante. Il arrive à Paris, c'est encore le tout jeune joueur et on voit juste le talent, c'est-à-dire vraiment je pense qu'en termes de génie pur. Il est dans les 3 voire numéro 1, mais c'est un génie brut. C'est un génie brut qui a mis du temps à être poli et qui a finalement. Le seul truc qu'on peut regretter, c'est qu'il soit tombé à Paris peut-être avec le mauvais coach. Il est tombé sur un général de guerre qui était Luis Fernandez, qui était absolument le coach qu'il lui fallait pas. Et on aurait pu espérer qu'il reste longtemps à Paris, mais ce mec-là est génialissime sur le terrain, et même en termes de personnalité, je trouve ça quand même dur de pas aimer Ronny, quoi. Il est toujours souriant, il tape des barres, enfin, il a un côté où il peut faire un peu gogol et machin, mais il a un côté très sympathique. Il a fait aimer, et je pense qu'on est de la même génération, Jules, milieu des années 90, à l'époque, on a commencé à vraiment découvrir et regarder le foot, même si toi tu n'étais pas supporter du PSG, c'est le joueur qui t'a fait aimer le foot. Moi il m'a fait aimer le foot. Tous les week-ends, c'était une mixtape de highlights de Ronaldinho. Moi, je supporte pas les clubs étrangers, mais je sais que typiquement à l'époque, je supportais le Barça parce que Ronny y était. La question se posait pas. Genre, ce mec-là nous a offert une telle beauté dans le foot. Son classico contre le Real. Exactement, tellement de matchs. En termes de classe, le Bernabéu, dans une des plus grandes rivalités de l'histoire de ce sport, l'histoire du football, le Bernabéu qui se met à l'acclamer. C'est incroyable. C'est la standing ovation. Voilà. Waouh, je suis pas aussi. C'est comme non, mais LV4, l'anglais, c'est normal. Non, mais bref, de voir tous les. Moi, je me rappelle vraiment, j'ai cette image gamin, genre à 11-12 ans à l'époque, sur le canapé, et de voir tout le Bernabéu qui se lève. C'est fou. Pour applaudir Ronaldinho parce qu'il avait offert un spectacle. Et rien que pour ça, finalement. Mais c'est le mot. Il n'avait pas offert un match, il n'avait pas offert une performance, il avait offert un spectacle. Et c'est pour ça en fait, c'est pour ça qu'on va voir du foot et qu'on aime le foot. C'est pour ces joueurs-là, c'est pour ces émotions-là, pour ce spectacle-là. On veut pas voir que des schémas tactiques très resserrés et des victoires 1-0 ras du cul. Lui, il fait tout voler en écart. On veut voir des gens qui nous offrent du spectacle, et Ronaldinho était de cette trempe-là, des gens où tu sais que tu vas allumer ta télé et passer un bon moment. Et ça, c'est pas si fréquent que ça, mine de rien. Et puis au-delà de son palmarès, Coupe du Monde 2002, Copa Libertadores alors qu'il a 19 ans en 99, le Ballon d'Or en 2005, la Ligue des Champions en 2006. Il n'a pas fait les JO aussi, non, je crois pas. Mais par contre, il y a aussi des gestes. Si vous fermez les yeux et que vous avez connu cette époque-là, qui contrôlait un ballon mieux de la poitrine que Ronaldinho? Qui faisait la virgule mieux que Ronaldinho? Les passements de jambes de Ronaldinho, c'était une danse. Ce que j'allais dire, ce qui est très marrant, c'est que j'y ai pensé en plus. Je regardais ce match-là cet après-midi. Je me suis régalé sur un petit Manchester United qui jouait contre, si je dis pas de bêtises, contre Southampton ce midi. Et donc ça finit un partout machin. Et ce qui m'a fait penser à ça, c'est qu'à un moment il y a Rashford qui est sur le côté et qui tente une virgule. Et le commentateur dit il a fait une Ronaldinho. Ouais. Et rien que ça veut dire qu'il avait réussi déjà.
Ouais, mais ça montre l'influence du gars. Maintenant, c'est un dribble, comme on dit, la roulette de Zizou. Ou maintenant, là, on parle de la virgule. Maintenant, c'est une Ronaldinho, alors que plein de joueurs l'ont fait. Exactement. Mais maintenant, c'est assimilé à ce gars-là tellement il a marqué une époque et un sport. Il a des gestes, effectivement, qui étaient particuliers, qui sont associés à lui, le contrôle de la poitrine, la virgule, le passement de jambes. Il y a ce retourné acrobatique contre Villarreal dans ses premières années du Barça, qui est tout bonnement exceptionnel. Mais moi, c'est un autre geste. Aussi. Moi, c'est un autre oui, effectivement. Mais c'est un autre geste qui me marque chez Ronaldinho et qui est pour moi d'une classe extraordinaire, c'est la passe à l'aveugle. Ah oui. Jamais je n'ai vu la tête comme ça. Exactement. Jamais je n'ai vu une passe à l'aveugle aussi bien faite que Ronaldinho pouvait les faire à l'époque. Il était capable de faire des différences sur ses passes, notamment au PSG. J'ai réussi à faire la même une fois. Ouais. Je crois que c'est au moment où je faisais une passe, t'avais un mec qui m'a amené une barquette de frites, donc j'ai tourné la tête. Ah ouais. Et t'as pas tapé dans le ballon d'ailleurs. C'était la chute. Ouais, je suis passé à côté. Ouais. J'ai fait un mix avec le défenseur marseillais de l'époque. C'était très resserré quand le japonais. J'ai tapé à côté de la balle en regardant ailleurs. Bon, c'était un peu raté. Nakatawa. C'est un truc. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, on va pas rentrer dans du racisme primaire, mais c'est. Non, mais par contre, la scène, je crois que c'est un Marseille-Saint-Etienne où il y a la neige. Ouais, exactement. Fabuleux. C'est un très beau geste. Mais bref, oui, la passe aveugle, c'est exceptionnel. La passe du dos, moi, j'avais jamais vu ça avant Ronaldinho, donc peut-être que beaucoup l'ont fait, mais j'avais jamais vu ça. Il a inventé des gestes avec classe. Moi, c'est vraiment le deuxième but, je crois, dans son classico, là, au Bernabéu. Je crois que c'est le deuxième but où, tu sais, il fait les petits crochets en extérieur sur chacun et il finit par fusiller Casillas. Mais t'as Ramos qui est au sol. Ramos, ses épaules sont toujours au même endroit, sur la photo. C'est un joueur exceptionnel, on n'a pas besoin d'en dire plus. Je pense que tout le monde a vu ses matchs et c'est pas volé qu'il soit deuxième. Non, c'est loin d'être volé. Peut-être qu'on a des vieilles personnes comme Alex qui vont nous dire que Cruyff aurait dû être devant lui, peut-être Maradona, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour notre génération, Ronaldinho est un des joueurs les plus élégants, les plus classes qu'on ait vu. Exactement. Mais il est que numéro 2. Il y a une personne qui va être donc, selon nous, le joueur le plus élégant de l'histoire du foot. Le numéro 1 ? Alors c'est marrant parce qu'on a parlé de plusieurs joueurs chauves qui dans la dégaine auraient pu être desservis et pourtant on a choisi d'élire un chauve. Exact. Fabien Barthez. Non arrête. Évidemment on va pour la du Z. Le double Z, on est encore victime de notre époque, on est encore des enfants de notre époque. Peut-être que certaines autres personnes ne l'auraient pas classé à ce poste-là. Il se trouve que nous... Il est derrière toi. Ah Zizou ? Exact. Il est même doublement derrière toi. Parce qu'il est juste ici aussi. Et non, il se trouve qu'on est sûrement victime certainement de nos émotions et de notre époque, mais on a trop vu de choses de Zidane, on a trop vibré sur Zidane pour ne pas le mettre numéro 1. Moi, ça me semblait être une évidence absolue, et quand on remplit les critères, venez nous chercher. On va dire quand même Emmanuel Macron, venez nous chercher, mais sur les critères, en termes d'élégance, c'est dur de pas le mettre il est la définition du jeu. Il est la définition du jeu. En termes de niveau de jeu, c'est quand même énorme ce qu'il a proposé, que ce soit à la Juve, à Bordeaux, en équipe de France, au Real, c'est extrêmement complet. Même alors, ce qui a peut-être un peu desservi, moi, au début, c'était charisme et personnalité. Et après, j'ai réfléchi et je me suis dit, en fait, c'est un style de charisme et de personnalité. Par l'exemple. C'est pas une absence. Non, c'est un leader par l'exemple. C'est pas un leader par la voix ou par le charisme pur, mais c'est un charisme par l'exemple. On n'est pas sur une absence. Le côté, en termes de spectacularité, il est très haut aussi parce que c'est quand même extrêmement spectaculaire. Le jeu de Zizou était un spectacle. On allait voir pour ça. Et moi, je suis né au reportage de foot via Zizou. J'en ai tellement regardé. Je pense que c'est un des rares joueurs qui m'a fait pleurer. C'est un des rares joueurs qui m'a fait lever comme ça de mon siège. Donc, excusez-moi mes amis si je suis si subjectif et que je l'ai positionné en 1 dans beaucoup de critères, mais pour moi, Zizou est l'incarnation de la classe. Moi je vais t'avouer un truc, c'est que dans les années 2000, donc les années où j'étais jeune et où tu suis le foot, non pas bêtement, mais tu suis l'équipe de France et ton club, j'ai pas été un immense fan de Zizou dès le début. C'est plus j'ai vieilli, plus j'ai été un fan de Zizou, mais par exemple en 2006, c'est limite, il n'était pas mon joueur préféré de l'équipe de France. Moi c'est en 2006 que ça vraiment, c'est le high. Mais par contre, plus j'ai grandi et plus en re-regardant des images, parce qu'il a arrêté sa carrière suite à la Coupe du Monde 2006, plus la finesse de ce joueur, l'élégance de ce joueur, le côté je peux faire aussi bien des choses très belles avec mon pied droit qu'avec mon pied gauche, notamment tirer des coups de pied arrêtés. Pour moi, il y a qu'une seule chose, qui est un exemple général, mais il y en a plein d'autres, mais il suffit de re-regarder le match France-Brésil 2006. C'est la classe absolue. Et en fait, tout dans la légende est exceptionnel avec cet homme-là. Il faut tout revoir. C'est-à-dire que, tu vois, sa première sélection en équipe de France, elle raconte aussi la légende parce que
Le mec rentre, on est mené, parce que je sais plus exactement, je crois que c'est les Tchèques. Contre la République tchèque. Ouais, contre la République tchèque, on est mené 1-0 à la 80e, il rentre, il fait 2 buts ou un but, une passe D. 2 buts, du droit, du gauche, 2 buts sensationnels. Du droit, du gauche, et ce qui est exceptionnel, moi c'est ce qui rajoute à la légende, alors ça va paraître absurde pour les gens, mais je me suis fait souvent cette réflexion-là, et il est temps que je le dise maintenant qu'on a une audience de 2000 personnes, de 200 000, 2 millions. 2 millions. Cyril Jeunechamp. Et maintenant qu'on a une audience, je le dis, ce qui est incroyable, c'est que si vous regardez, et c'est là où il y a une sorte de destin et d'histoire avec Zizou, c'est que tous ces buts importants, ou ses plus grands buts, ou ses premiers buts, etc., ont jamais été mis du droit. Alors, la reprise de volée contre Leverkusen du gauche. Son premier but en équipe de France, reprise du gauche. Finale 98, 2 de la tête. J'en ai un. Panenka en 2006. Parce que cette Panenka, c'est un penalty. Ousmane l'aurait tiré de sa 3e jambe. Exact. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Pas du tout, mais pas ça. C'est pas. On en profite pour passer un bonjour à Claude, qui. C'est pas bien ça. En fait, tu l'as dit et t'as vraiment eu une seconde où tu t'en es pas rendu compte. Tu m'as regardé, tu regardais bizarrement et t'as fait. En fait, je voulais dire, il est pas gaucher, il est pas droitier. Et du coup, j'ai inventé une 3e jambe. Après, je me suis dit, mais attends, la 3e jambe. C'est la bite. Celle-là, faut que tu la gardes absolument. C'est complètement la bite. C'est complètement la bite. La boîte, elle est bref, la Panenka. La Panenka, mais c'est un coup de pied arrêté. Mais tous ces Ousmane autres buts très importants, Ousmane l'aurait tiré de la main droite. Non, gauche. Il sait plus. On sait plus. Non, blague à part, tu regardes tous ces buts très importants, même avec Bordeaux. Tu vois, son premier but, je crois, en Ligue des Champions de Bordeaux, c'est du gauche aussi, si je dis pas de conneries. Ouais, une frappe de loin. Tous ces buts importants sont toujours du gauche ou de la tête, et ça rajoute à la légende du mec qui, en plus de ça, est d'une élégance folle. Enfin, voilà, et de savoir qu'il est aujourd'hui grand-père, ça me déprime. Alors, moi, j'ai un autre truc aussi sur l'élégance. Tu parlais de tous ces buts, je suis complètement d'accord avec toi. On parlait sauf de cette Panenka qui. Imaginez, dernier match de la carrière, la classe qu'il faut, au-delà de la folie, mais la classe qu'il faut pour mettre une Panenka sur un gardien que vous avez fréquenté. Mais on se rend pas sur compte, votre dernier match en finale d'une Coupe du Monde à 0-0, c'est tout bonnement exceptionnel. Je trouve qu'il y a une classe là-dedans qui est absolument énorme. On parlait avec Ronaldinho de gestes inventés avec classe. Lui, Zidane en a magnifié un, et aujourd'hui, si on dit la roulette comme Zidane, c'est pas pour rien. Il a magnifié ce geste et il a réussi à en faire sa pure marque de fabrique. Personne dit la roulette comme Zidane, mais. Si, ça arrive. T'as déjà vu un 5 ? Ouais, t'as fait la roulette comme Zidane ou quoi ? Non, parce que c'est trop loin, après tu mets trop de temps. On dit la roulette de Zizou. Là. Mais non, mais je suis d'accord avec toi. Et moi, c'est marrant parce que tout le monde parle beaucoup de la roulette. Et moi, quand je pense à Zizou, il y a un geste, c'est le passement de jambe au final, plus que la roulette. Aussi. Il avait une élégance, une classe dans le passement de jambe qui était assez énorme. Et capable du coup de partir sur les 2 pieds en plus. Exactement. À la fin. Et la justification de sa Panenka, elle est incroyable et elle est assez véridique quand tu l'écoutes. C'est qu'il dit, mais justement, ce gardien-là, il me connaissait par cœur. Et je pouvais pas faire de choix plus intelligent que de faire un truc qui le surprend et de faire une Panenka. Et en fait, quand tu réfléchis à ça, c'est vrai. Alors moi, celui qui a pu rater un penalty en finale de Coupe des Yvelines à Montigny-le-Bretonneux en 2009, ne l'aurait jamais fait. Mais du coup, lui, il a quand même cette capacité de réfléchir et de se dire, ok, lui, il sait que je vais tirer à gauche, à droite, je vais faire ça, et je vais faire ça d'une manière, il aurait pu tirer comme un bourrin dans l'axe, machin. Il y a toujours la beauté du geste, la classe. Ouais. Et après, le dernier facteur sur lequel il est mine de rien assez bien classé pour moi, c'est le style et la dégaine. Là, vous allez me dire, c'est pas le mec le plus charismatique, on en a parlé, et pourtant, c'est pas 2 clubs que je porte dans mon cœur, mais le noir et blanc de la Juve, le tout blanc de la Maison Blanche qui est le Real, ça lui collait à la peau, c'était très bien. Et l'image la plus classe et à la fois la plus triste, c'est complètement Gandalf, mec. Ouais. C'est le magicien blanc, mec. Exactement. Le magicien blanc, c'est beau. Et l'image que je retiendrai à tout jamais de Zidane, si j'ai une image en tête, et pourtant c'est une des plus tristes et après un des rares moments dans sa carrière d'énervement et qui nous coûte probablement la Coupe du Monde, c'est cette image où il passe à côté de la Coupe du Monde, qui est la plus belle coupe, qui en plus esthétiquement je la trouve très belle. Arrête, m'en parle plus, je veux plus en parler. Il a ce maillot blanc, il est de dos, il a ses chaussures Copa Mundial dorées qui sont extraordinaires. Et j'ai cette image, et même dans la défaite, dans la tristesse, suite à un geste impardonnable, et ben il a la classe. J'ai envie de chialer quand tu me parles de ça, mais ouais, moi je crois que c'est une des seules fois où j'ai pleuré pour du foot, c'est la finale 2006, qui était vraiment affreuse, c'est vraiment la première blessure de gamin. Et si je devais dire que, enfin, s'il y avait un joueur, si on n'avait pas fait la matrice, tu vois, si on avait décidé comme ça arbitrairement, s'il y avait un joueur où je pourrais dire il est plus élégant, plus classe que Zidane, ce serait Cyril Jeunechamp. Je crois qu'on va finir par identifier Cyril Jeunechamp dans cette vidéo. Cyril, si tu nous regardes, viens faire une émission avec nous. On fera un featuring avec Cyril Roll
Et tous les Cyril de France. Et tout, ouais, ok. D'ailleurs, le Y, c'est avant le I? Je sais plus. C'est après. On conclut sur Zizou? On conclut sur Zizou, on conclut avec Zizou évidemment. On espère que ce 3e épisode vous a plutôt plu. Nous en tout cas on s'est pris un petit plaisir à le faire. C'était long parce que c'était vraiment un enfer là. Décider de trouver 10 joueurs parmi les plus élégants, c'est extrêmement compliqué. Peut-être qu'on vous offrira à l'avenir, si vous continuez de nous suivre, de nous financer, de nous financer. Waouh. Il a complètement dérapé ton on continuera de faire des top 10 et évidemment peut-être qu'on vous proposera un top 10 sur ce même thème là, mais axé sur un championnat, parce que malheureusement Jules, tu as beaucoup parlé de Cyril Jeunechamp, je vois en toi le petit cœur qui pleure, mais je sais surtout que tu aurais voulu parler de certains joueurs de notre cher Ligue 1 qui n'ont pas marqué le football mais qui avaient une vraie élégance, donc peut-être qu'un jour on fera un top 10 des joueurs les plus élégants de Ligue 1. J'aimerais beaucoup qu'on le fasse, mais qu'on parle de Cyril Jeunechamp. D'accord, et ben je pense qu'on peut finir avec ce maillot du Stade Rennais vraiment rouge et noir avec le Finaref comme ça, c'était délicieux. Je pense qu'on peut conclure là-dessus, hein. On peut conclure là-dessus sur Cyril Jeunechamp. On espère qu'on conclura notre prochaine émission, qu'on livrera toujours avec Cyril Jeunechamp. Tout ce qu'on a à vous dire, c'est Cyril Jeunechamp. Ça a été beaucoup plus... Cyril Jeunechamp. C'est qui? C'est Cyril Jeunechamp. Allô? Cyril Jeunechamp? C'est vous? C'est Cyril? Attendez, je vous passe un coup de fil, je suis en haut-parleur. Cyril Jeunechamp.